Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Karine Grisot. Bonjour Karine. Bonjour Stéphanie, ravie d'être avec vous. Merci, nous aussi, ça va être génial. Donc, l'intention de ces interviews, pour rappel, c'est de permettre à des femmes qui se posent la question de l'entrepreneuriat ou des femmes qui sont sur le début du parcours de l'entrepreneuriat, de voir tout ce qui peut être mis en œuvre en termes de mindset, en termes d'état d'esprit par rapport à cette aventure entrepreneuriale qui peut bousculer en termes émotionnels, en termes de peur, en termes de doute. Il y a aussi cette notion du syndrome de l'imposteur dont on entend beaucoup parler et qui, visiblement, d'après des études de psychologie, touche plus les femmes que les hommes. Bref, c'est juste pour baisser la pression par rapport à cette aventure qui est géniale et Karine va nous en parler formidablement bien et se dire qu'il y a des bonnes pratiques à avoir, il y a des techniques à appliquer, mais il y a aussi des choses de bon sens que ces femmes vont nous partager parce qu'elles ont toutes réussi et sont en train de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a qu'elles qui peuvent en parler mieux que bien d'autres personnes. Donc, on va les écouter. Donc, Karine, est-ce que tu peux présenter ton activité et ton profil en quelques mots et dire ton actualité en termes de business puisque tu en as deux? Oui, alors avec grand plaisir. Moi, je me suis mise à mon compte il y a 12 ans, Stéphanie, parce que j'avais un petit peu fait le tour de mes fonctions d'entreprise. J'avais toujours adoré ce que je faisais, mais j'avais la sensation que pour continuer à m'éclater, tout simplement, il fallait que je réenchante un peu mon quotidien. Et puis, c'était, alors ça va te faire sourire parce qu'on est beaucoup de femmes sans doute à dire ça. C'était un peu la crise de la quarantaine avec l'objectif de mettre beaucoup de sens dans ce que j'allais faire. Non pas qu'il n'y en ait pas eu avant, mais j'avais envie d'imprimer encore plus ma patte là-dessus. Et du coup, je me suis lancée à mon compte, alors dans la continuité vraiment directe de ce que je savais faire avant. Donc, j'ai fait du consulting en stratégie et marketing dans les parfums et cosmétiques. Ça faisait déjà une vingtaine d'années ou presque que j'étais dans cet univers-là. Et je me suis lancée et en effet, j'ai rajouté assez vite, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, j'ai rajouté assez vite une deuxième activité pour aller un petit peu plus loin et finalement apporter une vraie sécurité pour moi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, avoir un peu deux jambes. En fait, je fais aussi du business développement qui me permet d'accompagner des gens pour aller bien et prendre soin d'eux, mais aussi d'accompagner finalement des professionnels qui veulent se mettre à leur compte avec un système d'accompagnement et d'entrepreneuriat collaboratif. Donc, c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est un complément de revenus, mais c'est aussi un complément d'épanouissement personnel qui est très intéressant. D'accord, donc finalement, tu es entrepreneuse depuis 12 ans, mais Oui, seulement depuis 4 ans sur deux activités différentes, même huit si ans. elles ont des ponts. 8 ans. 8 ans. 8 C'est en ans. fait, j'ai fait un bilan au bout de 4 ans et je me suis rendu compte que j'adorais être à mon compte, mais que je manquais un petit peu de visibilité à long terme. J'ai des clients qui sont fidèles, mais je fais du marketing, donc je suis souvent enfermée dans un contrat de mission. Une fois qu'elle est terminée, je n'ai pas forcément de visibilité sur la prochaine mission rémunérée avec ces clients-là. Donc ça, c'était un petit peu une incertitude de me dire comment je construis ma croissance, comment je peux être sûre aussi d'avoir une activité stable dans la durée. J'avais une incertitude sur ma fin de vie professionnelle parce que je me disais, est-ce qu'à 60 ans, en tant que consultante, j'aurais encore un attrait en fait pour mes clients. Je n'ai pas l'agilité des jeunes en digital. Et puis, je suis dans un univers de jeunisme, hein, la beauté. Voilà, maintenant, j'ai 52 ans, ça va. Mais à 40 ans, je n'étais pas sûre d'avoir cette énergie-là non plus et de la dégager surtout. Et du coup, j'étais vraiment à la recherche d'une sécurité financière à long terme et de quelque chose en fait qui pouvait m'apporter cette visibilité dont je manquais un petit peu. Et par ailleurs, même si je suis proche de mes clients, on construit quand même seul sa feuille de route. Et j'avais été manager de grosses équipes avant. J'adore l'émulation collective. J'adore transmettre aussi mes passions aussi à des jeunes. J'aime ce côté aussi collaboratif entre générations. Et ça me manquait un petit peu. Et du coup, c'est vrai que j'ai été très attirée par cette activité de business développement où là, on travaillait vraiment en équipe avec ce collectif en fait qui me manquait. Du coup, quand toi, tu as basculé dans le monde de l'entrepreneuriat, là, tu as évoqué les termes d'incertitude que tu avais besoin de gérer. Tu m'as partagé, et c'est une question que je n'ai pas posée dans mes autres interviews, donc je suis ravie que tu m'aies donné cette idée-là. C'est quelles sont les qualités pour pouvoir se dire qu'on peut réussir, qu'on a plus de chances de réussir en termes personnels? Qu'est-ce qu'il faut Oui, avoir? ben, déjà, je pense qu'il faut avoir cette envie. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément l'envie de se mettre à son compte. Il y a certains qui trouvent très confortable d'avoir un cadre un petit peu fixe, etc. Donc, il faut avoir un peu cette envie d'être un peu électron libre aussi et d'avoir peut-être un quotidien agile où les journées ne se ressemblent pas.
et où on a aussi le choix de son rythme. On partageait tout à l'heure aussi le fait que moi, je travaille beaucoup. Hein. C'est pas que je travaille moins, mais je travaille différemment. Je prends beaucoup de vacances avec mes enfants. Mais du coup, ça implique aussi de travailler plus le week-end, le soir, etc., de m'organiser différemment. Moi, j'aime ça, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, je pense que d'une part, il faut avoir vraiment cette envie d'inventer son cadre au quotidien, parce que c'est vraiment ça. Mais du coup, il faut quand même avoir beaucoup de détermination et beaucoup de rigueur et quand même un certain sens du travail, parce qu'effectivement, on peut aussi être tenté après de papillonner, de se laisser éparpiller et de perdre un peu le fil de ce qu'on fait et de ne pas réussir. Donc, il faut quand même être très structuré, je pense. Il faut être un peu créatif, mais très structuré quand même. Et il faut accepter cette zone d'incertitude, comme tu disais, quand toi tu as fait ton bilan au bout des 4 premières années, il y avait aussi cette notion d'incertitude d'avoir un gros client, un seul gros client, et qu'est-ce qui se passe quand il disparaît, et du coup avoir cette présence d'esprit d'avoir plusieurs cordes à son arc. Alors toi tu as 2 entreprises, mais c'est aussi finalement dans chacune ne pas avoir qu'un seul client. Donc l'incertitude, il faut savoir la gérer en interne finalement. Il y a des personnalités, on sait que c'est plus dur que d'autres. Toi, tu avais déjà cette base ou tu l'as développée ou tu l'as même découvert avec l'entrepreneuriat? Ouais, alors c'est intéressant. Je l'avais déjà, en fait, et c'est drôle parce que dans ma carrière, j'ai travaillé pour des gros groupes et j'ai eu une expérience de 7 ans où je me suis éclatée dans une petite structure où on était 20 en tout, on était 14 à Paris et 7 à New York. Et ce qui se passe, c'est que cette société a fermé au bout de 7 ans. Et le fondateur, en fait, était venu me voir en me disant, bon, je t'ai vu travailler, j'étais un peu DG finalement de l'entreprise. Il me dit, bon, ça y est, t'es prête, il faut que tu te mettes à ton compte, tu en as toutes les qualités. Je t'ai vu œuvrer pendant 7 ans, je vais te présenter des gens qui veulent créer leur structure, etc. Et en fait, moi, j'étais en train d'accoucher de mon premier enfant, donc ce n'était pas du tout mon moment. Mais je suis arrivée à la même conclusion que lui 3 ans après, en étant repassée par un gros groupe très inerte, où du coup, je me suis dit, mais non, mais c'est vraiment plus ce dont j'ai envie et j'ai besoin de cette agilité, j'ai besoin de structures effectivement hyper adaptables, très mobiles. Et c'est là que j'ai eu vraiment cette conclusion. Et je pense que c'était là depuis longtemps, mais il faut aussi que ce soit le bon moment. Parce que, comme tu le disais, il y a quand même des difficultés. On peut avoir, d'une part, des incertitudes et des difficultés financières au début, parce qu'on part de zéro. C'est un millefeuille qu'on constitue un peu petit à petit. Et donc, il faut avoir cette patience-là, peut-être pouvoir se l'offrir aussi financièrement, parce que voilà, il faut se dire qu'il faut se laisser un petit peu de temps avant d'arriver sur son rythme de croisière. Et puis, il faut aussi se donner un peu le droit à l'échec, c'est-à-dire qu'en se mettant à son compte, finalement, c'est une posture qui est différente. Et de temps en temps, il faut se prendre le mur pour se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne voie en termes de stratégie ou d'outils ou de cibles ou de clients. Et en fait, il faut être capable de se confronter à ça, de se dire de temps en temps, et c'est ce qu'on partageait tout à l'heure en souriant, parce que finalement, effectivement, il faut pouvoir accepter l'échec parce que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on arrive à la bonne offre aussi. Et c'est riche, mais c'est un peu confrontant, donc il faut aussi accepter ça. C'est Oui. c'est c'est quand on se prend effectivement ces limites-là et ces murs un petit peu qu'on se rend compte que, par contre, le reste du temps, on est sur la bonne voie. Et c'est comme ça qu'on se dirige petit à petit vers ce qui correspond à sa mission de vie, à son objectif qu'on s'est fixé, etc. Mais ça ne vient pas tout de suite. Oui, il y a une notion de patience et il y a une notion de. C'est vrai que tout à l'heure, quand tu m'as dit l'expression se prendre un mur, j'ai vu certaines de mes clientes qui voient ça comme une catastrophe et comme un effondrement. Et ça veut dire, bah, si ça arrive, ça s'arrête et je repars dans le salariat ou je suis au chômage. Alors qu'en fait, toi, tu l'as présenté presque, oui, positivement, en disant oui, on a le droit de prendre un mur. Enfin, moi, je trouve ça génial d'avoir cette capacité parce qu'en fait, ça veut dire, bah, je suis capable d'apprendre de tout, même du pire. Oui, parce que finalement, mais c'est un peu pareil quand on est salarié, c'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas tout faire, on apprend petit à petit, mais on a des gens qui, dans le meilleur des cas, seront là pour nous diriger. C'est pas toujours le vrai en entreprise non plus. Et en entreprise aussi, des fois, on se prend le mur et ça a d'autres conséquences parce qu'il y a des gens qui peuvent nous en vouloir. Là, on peut n'en vouloir qu'à soi, donc c'est assez léger finalement. Ça peut avoir un coût important quand ce sont des gros projets, mais plus on prend ça en amont, finalement, moins l'impact est terrible. Et puis surtout, c'est comme ça qu'on va définir notre vrai moi, je pense, en tant qu'entrepreneur. On va trouver vraiment l'offre qui nous nourrit aussi. C'est pas que de l'alimentaire, c'est son épanouissement. Moi, j'ai refusé des projets parce que je les trouvais toxiques. C'est-à-dire que on a par moments aussi des gens qui nous tirent vers le bas en termes d'énergie, etc. Et quand on se met à son compte, le vrai luxe aussi, c'est de pouvoir choisir ses clients. Et ça, c'est extraordinaire.
Et du coup, tu peux être aligné avec tes valeurs, ce que des fois, justement, en étant salarié, on ne peut pas choisir. On obéit, on suit des procédures et on fait, quoi. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, Exactement, c'est une sacrée liberté. Euh, exactement. Là, tu as parlé de beaucoup de qualités finalement en termes d'état d'esprit. Est-ce que ces qualités, tu les avais? Est-ce que tu en as développé des nouvelles à partir du moment où tu as été entrepreneuse? Comment tu te situes par rapport à ce travail plutôt intérieur, en fait? Ouais, c'est intéressant. Alors, je pense que j'ai travaillé, alors ça va complètement aller dans ton sens, et c'est pour ça, je pense aussi qu'on s'est croisés. C'est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Je pense que j'ai travaillé mon mindset, effectivement, parce que quelque part, j'ai eu une carrière assez réussie, j'ai eu des études réussies, j'ai eu une carrière réussie qui a progressé comme elle devait, avec beaucoup de joie et de facilité d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand on est à son compte, c'est un peu moins un long fleuve tranquille. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend, donc c'est intéressant. Et il y a des fois où, en fait, on se rend compte aussi. Alors, moi, il y a un gros sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est que quand je me suis mis à mon compte, j'avais un très gros salaire, j'avais un très joli poste quand j'ai arrêté le salariat. Et le fait de me mettre à mon compte, la crise de la quarantaine, volonté de rajouter du sens, je ne sais pas si c'est mon éducation un peu judéo-chrétienne ou quoi, mais pour moi, c'est très drôle. Rajouter du sens dans ma vie, l'argent ne faisait pas partie de l'équation. C'est-à-dire que j'avais fait mes calculs en me mettant en consulting, et j'aime travailler avec des structures plutôt de taille moyenne parce que pour moi, c'est beaucoup plus riche. J'ai une vision 360 degrés de leur stratégie. Je les accompagne dans la durée. C'est plus intéressant qu'accompagner des gros groupes, mais du coup, à boulot équivalent, c'est moins bien payé. Et donc, je savais qu'en me mettant à mon compte, j'allais faire un effort financier par rapport à mon très joli salaire d'avant, mais je cherchais autre chose. Mais c'est très marrant parce que pour moi, chercher du sens, l'argent n'était pas important. Et j'ai mis un temps important à me rendre compte que c'était un tort parce que finalement, moi, dans la volonté de me mettre à mon compte, c'est aussi dans le fait de rajouter du sens, c'est aussi d'avoir un impact positif, de pouvoir contribuer à des causes, etc. Et en fait, on se rend compte que quand on veut vraiment le faire, il faut un peu de moyens. Parce que d'une part, si on alloue du temps, ça implique quand même d'avoir de l'argent pour ne pas raisonner en retour sur investissement du temps qu'on ne passe pas à travailler. Et ça implique des moyens financiers aussi pour contribuer à des causes, pour faire des choses qui ont un impact vrai. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que non, pour rajouter le sens, j'avais besoin de remettre vraiment la partie financière en fait dans l'équation, et de reprendre un peu une ambition financière, parce que autant en entreprise, finalement, ma rémunération était le symbole de la valeur qu'on me donnait dans l'entreprise, et donc c'était important parce que ça témoignait d'une reconnaissance. Autant à mon compte, je m'éclate tellement que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de reconnaissance de qui que ce soit. Sauf que pour pouvoir vraiment mener à bien et apporter aussi la sécurité long terme à mes enfants, etc., j'ai fait ce travail quand même de me dire non, non, il faut avoir plus d'ambition et qu'elle soit chiffrée et qu'elle soit timée, parce que sinon on va où le vent nous pousse et en fait on ne progresse pas assez. Mais il y a aussi la Donc ça a été le gros travail sur moi, ça je pense. Oui, il y a aussi tout ce travail de croyance par rapport à l'argent que beaucoup d'entrepreneuses ou entrepreneurs aussi, je pense, oublient parce qu'en fait, il y a plein de choses qui viennent de notre famille, alors nos parents directs, nos grands-parents et tout ça, toute la filiation, mais aussi tout ce qu'on entend de la société. On sait que les Européens sont très frileux par rapport à l'argent, hein, pour être heureux, vivons cachés. Enfin, il y a plein de choses qui sont derrière. Et du coup, s'installer entrepreneuse, on peut se dire en tant que femme, j'ai envie de m'accomplir, de m'épanouir. Tu l'as dit d'ailleurs que tu cherchais un autre sens que ce que le salariat t'apportait à un moment donné. Mais l'argent, en fait, à partir du moment où on s'aligne avec nos valeurs profondes et avec ce qu'on veut vraiment apporter au monde, en fait, l'argent arrive aussi plus souvent, plus facilement, parce qu'il n'y a plus de barrière. On est là à notre place, en fait. Est-ce que ça, tu l'as ressenti par rapport à l'argent, justement? Alors ça, moi, en fait, c'était un peu une valeur neutre. C'est-à-dire que ça n'avait pas de valeur, même, en fait, au départ. D'accord. C'est-à-dire, j'ai pas eu de croyance limitante contre laquelle j'ai dû lutter, parce que chez moi, on n'en parlait pas vraiment. En fait, c'était pas vraiment un sujet. On n'en avait ni trop ni pas assez. Donc, c'était sincèrement pas un sujet. Et j'aime bien avoir une jolie qualité de vie, mais finalement, on se rend compte que c'est pas que de l'argent, c'est aussi effectivement prendre du temps pour les autres. Enfin, il y a plein de choses qui interviennent. Mais par contre, c'est aussi par rapport à mon image de moi, à un moment donné, que je me suis dit, j'ai quand même besoin de me montrer que si ma réussite en tant qu'entrepreneur, c'est pas que de la vibration,
c'est aussi que Oui, voilà, je veux bien gagner ma vie et pouvoir aussi créer en fait ma sécurité à long terme, ma très belle retraite quand j'aurai envie ou besoin de la prendre. Et puis, c'est quand même cette volonté de me dire, en fait, si je veux vraiment avoir un impact, et ben finalement, le véhicule financier, il est important. Et donc là, ça a changé un peu mon mindset en me disant, bon, jusqu'à présent, j'ai adoré ce que je faisais, je ne me suis pas mis de pression en fait. Et là, c'est pas vraiment que je vais me mettre une pression, mais je vais être plus stratège, chose que je fais dans mon business de conseil, mais du coup, je me l'appliquais pas à moi-même d'une certaine manière. C'est drôle, hein. On est le souvent, cordonnier est on toujours le dit plus mal toujours le chaussé. cordonnier qui est mal chaussé. Exactement. Et du coup, je me l'appliquais pas à moi-même. Et là, je me suis dit, mais si j'ai une vision, il faut que mes objectifs maintenant soient timés et chiffrés. Et en fait, on se rend compte que c'est là que les planètes s'alignent et qu'on y arrive Oui, quand et même. il Parce y a que quelque si on ne demande rien, on n'a pas grand-chose. Non, tu as raison, il faut savoir demander, mais il faut savoir s'écouter soi pour être aligné et que la demande soit entendue, en fait. Tu as Bien parlé de sûr. vibration assez souvent et quand on était toutes les deux aussi, et c'est vrai que la vibration est importante. Si on fait quelque chose qui ne nous fait pas vibrer, il y a peu de chances que l'argent arrive aussi, en fait. C'est Oui. c'est vrai. Et il y a encore un autre élément, c'est que finalement, dans mon activité de business développement, en fait, j'accompagne des indépendants à leur réussite. Et du coup, à un moment donné, c'était confrontant pour moi parce que je me suis dit, je suis positionnée en fait un peu en coaching vis-à-vis de ces gens-là pour les accompagner à leur réussite. Donc, Mm. ne serait-ce qu'en termes d'exemplarité, ma réussite devient encore plus importante. Et là, ça met aussi un petit coup de pied dans les fesses parce qu'on se dit, quand on accompagne effectivement des gens, c'est vibratoire de les accompagner à leur propre réussite, mais si nous, on n'a pas un peu cette ambition-là pour nous, ça ne marche pas. Mm. Donc, c'est en ça que c'est important aussi. La notion d'exemplarité et de mentor, finalement, Ouais. que tu as dans cette autre activité. Exactement, Mm. exactement. Ouais. Euh, pour revenir à cette audience-là des femmes qui veulent entreprendre ou qui sont juste en train d'entreprendre, il y a beaucoup ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, tu l'as connu, Karine? Cette impression de ne Alors pas être non, à ta place ou pas être légitime. non, parce qu'en fait, d'une part, moi, je me suis lancée dans un business où j'avais une vraie expertise. Donc, quelque part, on a quand même, ce qui est un petit peu traître, et il faut vite se débarrasser de cette pensée-là, c'est que quand on se met à son compte, d'un coup, la posture n'est pas la même et on est confronté à quelque chose auquel on n'est pas très préparé en tant que salarié, c'est l'idée un peu de value for money, c'est-à-dire qu'on va vendre une prestation à un client et que il faut qu'il en ait pour son argent. Quand on est salarié, bon, des fois, on se bagarre un peu pour notre rémunération ou nos augmentations, mais on ne raisonne pas en tarif journalier ou en tarif horaire. À aucun moment, on se demande si on délivre suffisamment. De toute façon, l'entreprise revient vers nous régulièrement pour nous dire si oui ou non on délivre ce qu'elle attend. Donc, on n'est pas dans cette posture-là. Mais d'un coup, quand on se met à son compte et qu'on doit faire un devis, et puis qu'à un moment donné aussi, en délivrant une prestation, à un moment donné, on s'auto-évalue aussi, et en particulier aussi par rapport au chiffrage, hein, aux honoraires qu'on demande. Ça nous met quand même dans une posture qui est un petit peu différente, qui au début peut être un peu inconfortable. Moi, définir un devis par rapport à ce qu'on propose, au début, c'est pas si évident, Mm. franchement. C'est sans doute d'ailleurs une des plus grosses difficultés quand on est en prestation de service au démarrage. D'autant plus que il faut le faire avec aussi une idée de rentabilité pour soi, de possibilité de progression, etc. Mais aussi de sa valeur sur le marché. Et c'est pas si évident. Mais du coup, j'ai pas eu ce syndrome de l'imposteur. C'était juste en fait un ajustement de me dire, voilà, comment j'évalue le prix de ma prestation. C'est un Mais après, apprentissage. oui, je savais faire en tout cas, je me suis jamais retrouvée dans la position où je vendais une prestation sur quelque chose que je ne savais pas faire. D'accord, Et ça, oui. je pense que c'est aussi une clé. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lance à son compte, moi, du coup, étant donné que j'ai un petit peu d'expérience, j'ai beaucoup d'amis qui me demandent un petit peu des conseils. Je pense que d'une part, on parle beaucoup de zone de confort ou zone d'inconfort. Pour moi, c'est pas si important parce que quand on veut progresser, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort et se confronter un peu à ses limites et progresser en permanence. Mais par contre, pour moi, il y a une vraie zone d'expertise et de légitimité. Et là, par contre, il ne faut pas se retrouver à facturer des choses sur lesquelles on n'est pas suffisamment expert parce qu'on risque de ne pas en porter de satisfaction. On risque, nous, surtout, d'être dans un schéma de frustration terrible parce qu'on n'est pas à l'aise, qu'on ne fait pas forcément bien et on ne se sent pas valorisé. Mm. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire déjà, quand on se lance, il faut être sûr d'avoir une offre dans laquelle on est bon et qu'il y a un marché pour cette offre-là.
Parce que des fois, on rêve d'un truc qu'on sait faire, hein, mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas de demande. Mm. Donc, il faut quand même aussi s'assurer qu'il y ait une demande. Ça veut dire faire une petite étude de marché. Moi, je suis marketeuse, mais ce n'est pas forcément une énorme étude de marché avec un business plan, etc. Tout le monde ne sait pas forcément le faire à grande échelle non plus. Mais au moins s'assurer qu'il y a qu'il y a une vraie demande par rapport à ce qu'on peut offrir, c'est quand même important aussi. Quand je t'entends, ça me fait penser aussi qu'il y a des femmes qui associent trop la valeur qu'elles doivent donner à leurs produits ou leurs services à elles. Il y a beaucoup cette expression de « il va falloir que j'apprenne à me vendre ». Et en fait, ce n'est pas soi qu'on vend. Là, tu viens de le dire super bien, c'est qu'on vend un produit, un service, une offre, un accompagnement, mais on ne se vend pas soi. Et tant qu'il y a cette Oui, association qui est faite, c'est hyper douloureux en termes de confiance et d'estime de soi. Toi, tu as connu ça, cette association de toi à la valeur de ton produit, ou non, tu faisais la part bah, des choses je peux comprendre. C'est un peu un amalgame, c'est-à-dire que d'un autre côté, moi, mes clients, je peux avoir des concurrents directs sur le marché, mais mes clients vont venir me chercher pas que pour mon expertise, mais aussi pour moi et ma personnalité, Oui. pour mon engagement, etc., etc. Et c'est en ça qu'on a un peu l'impression peut-être des fois de se vendre soi, parce que c'est un cumul de son offre, ce qu'on dégage, son potentiel, sa capacité à communiquer, à écouter aussi, parce qu'on est là aussi pour répondre à un besoin client qu'il faut absolument bien comprendre, sinon on se plante. Donc, je pense que c'est tout un ensemble de choses. On en fait intrinsèquement partie, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas des salariés ou des employés, peu importe leur statut, auxquels on délègue des choses, et là, dans ces cas-là, c'est plus la même chose, c'est qu'on vend une offre globale avec une expertise globale et une capacité à rentrer dans une problématique client ou autre. Quand on est en entreprise monopersonnelle, c'est quand même un peu soi qu'on vend. Je ne suis pas complètement en désaccord avec cette idée-là. Et après, moi, je ne me vends pas, je vends quelque part une capacité à répondre à un besoin. Mais c'est un peu parce que c'est moi que mes clients vont me suivre. Je suis d'accord. Je pense que toi, tu arrives à faire la part des choses entre le produit et ta valeur à toi. Tu exprimes très bien qu'on vient nous voir par rapport à une authenticité, par rapport à une vibration, si on revient à ça, par rapport à une énergie Oui, qui c'est vrai. filtre. Mais il y a beaucoup de femmes, en tout cas moi, de celles que j'accompagne, qui font trop l'amalgame que le prix qu'elles donnent à un produit, elles se l'attribuent à 100%. Si on rejette mon Ah produit, c'est oui, moi non. qu'on rejette. Et du Ah, coup, alors, tu vois, dans ce sens-là, c'est un vrai problème. ouais. C'est-à-dire que il faut pas prendre d'ailleurs, il faut jamais prendre les choses personnellement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est très drôle d'ailleurs. Moi, il y a des fois où on fait quand je disais qu'un des premiers écueils, en fait, c'est de savoir deviser. Le problème, c'est que on fait un devis par rapport à la valeur réelle de ce qu'on fait. Mais à un moment donné, parce qu'on est dans une loi du marché, on fait aussi un devis un peu par rapport à ce que le client peut payer. Et là, ça devient beaucoup plus subtil parce que à travail équivalent, quand on travaille avec une grosse boîte, on va pouvoir facturer beaucoup plus qu'avec une petite boîte. Et pourtant, on va presque se mettre plus la pression sur une petite boîte parce qu'on sait que l'effort financier, même s'il est moindre, pour eux va être tellement important. Il y a tellement d'enjeux pour eux qu'on va encore plus s'investir pour eux. Donc, ça, c'est pas si évident à gérer. Et il y a des fois où, quand on fait des devis, on peut aussi se planter. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une période à un moment donné, c'était il y a quelques années, où plusieurs fois, j'ai fait des devis qui étaient un petit peu en dessous, en me disant, ah ben oui, mais ils vont pas pouvoir payer. Ils sont petits, ça va pas marcher, etc. Et donc, j'ai fait plusieurs missions à la suite où je me suis dit, oh, vu le temps que j'ai passé, vu l'engagement que j'ai eu, j'aurais quand même dû demander plus. Et sans doute d'ailleurs, ce serait passé. Et on apprend un peu comme ça. Et du coup, je me souviens, suite à cette période où j'ai eu 2-3 missions comme ça, où je me dis, oh, j'ai passé un temps fou par rapport à ce que j'ai facturé. Les 2-3 devis suivants, je me suis dit, bah non, je vais mettre la vraie valeur et s'il faut, on négociera. Mais quand c'est quelqu'un de nouveau, on a beau dire, si on a envie de travailler ensemble, forcément, on trouve un moyen. Parce qu'on trouve toujours un moyen, que ce soit en échelonnant, enfin, on trouve toujours un moyen. Sauf que c'est drôle parce qu'il y en a un que j'ai raté comme ça. Et le gars, ça a été hyper mignon parce que j'ai rappelé la personne en disant, bon, alors, comment vous évaluez? Est-ce qu'on doit redimensionner? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le devis, etc. Et le gars m'a dit, écoutez, non, j'ai signé avec quelqu'un d'autre. Et je dis, ah bon, mais pourquoi vous n'êtes pas revenu vers moi? Il me dit, mais non, mais j'étais tellement conscient que votre devis était le reflet de la valeur de ce que vous apportiez que je ne me serais pas permis de négocier. Ce n'était pas possible. Je sais que vous valez ça. Donc, dès que je pourrais, je vous ressolliciterai et je sais que vous valez ce prix-là.
il était hors de question pour moi de vous demander de faire les choses au rabais. Et c'était marrant parce que je me suis dit, c'est drôle, j'aurais pas imaginé ça en fait. Ah oui, c'est une Parce que c'était posture. quelqu'un qui respectait. Ouais. Et donc, il ne faut jamais prendre les choses personnellement. Des fois, juste, on peut se planter et rater une affaire. C'est la vie, il y en a d'autres. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Après, on développe aussi, du coup, un sens un peu plus subtil pour essayer de tester le terrain et arriver à quelque chose qui soit acceptable des deux côtés. Oui, et puis comme Et tu puis, dis, tant pis, des fois, on fait des erreurs. oui, et puis il y a l'effet de masse qui fait qu'on apprend, plus on rencontre de gens, plus on est soumis à un acte de vente, plus on apprend à chaque fois. Et comme on dit, la vente, c'est statistique, quoi. Donc si on rencontre 10 personnes, ben, peut-être qu'on ne fera pas de vente, mais si on en rencontre 100, ben, statistiquement, il devrait y avoir quelque chose. Et ce n'est Oui, pas personnellement, là, oui. c'est mathématique. Oui, et après, je pense qu'un des conseils que je peux donner aux gens qui se lancent, c'est que un client réussi, c'est un ambassadeur extraordinaire. Ce qui fait que finalement, quand on récupère des recos et que des gens viennent nous voir et nous chercher par rapport à finalement une expertise qui leur a déjà été recommandée, la question ne se pose pas tellement parce qu'effectivement, il y a déjà une envie, une confiance et là, il y a jamais de projet qui avorte à ce niveau-là parce qu'on sait qu'on est déjà en réseau chaud en fait. Et on voit que le système de recommandation marche de mieux en mieux, de plus en plus. En tout cas, la crise sanitaire le montre aussi. On préfère Oui, aller voir quelqu'un qui nous a été recommandé, même indirectement, plutôt que quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. C'est très humain, et tant mieux d'ailleurs. exactement. Ouais. Alors, c'est drôle parce que moi, je l'ai souvent vécu en conseil avec des clients qui arrivaient par recommandation d'autres clients et ces canaux. Mais alors, c'est encore plus vrai dans mon activité de business développement qui est en fait un modèle de marketing de réseau où là, c'est vraiment du bouche à oreille, de la recommandation. Et là, pour le coup, on vend un produit, oui, mais les gens nous suivent aussi parce que c'est nous. Que ce soit d'ailleurs des clients, parce qu'ils ont confiance en notre recommandation, ils voient la sincérité, la bienveillance qu'on dégage et l'authenticité de nos conseils, mais encore plus évidemment des partenaires qui croient en nous pour les aider à construire leur réussite. C'est hyper important. Oui, c'est C'est un une ensemble. vraie force de la recommandation. Ouais, Ouais, c'est une communauté. Mais c'est drôle d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait un peu en préambule. Euh, Il y a aussi, je disais même merci aux algorithmes qui nous ont mis en contact parce que ça veut dire qu'on a des mots-clés communs. Et en ouais. fait, les systèmes, en fait, les réseaux sociaux sont assez extraordinaires en ça quand même. C'est que on a quand même une espèce de confiance, même si on est en réseau froid, parce qu'on ne se connaissait pas avant aujourd'hui, je suis ravie de la rencontre, mais c'est très drôle parce qu'on a quand même une confiance qui vient du fait qu'on se rend compte qu'on a une communauté de valeurs. Et partant de cette base-là, c'est quand même un cadre très rassurant pour construire des choses ensemble. Oui, il y a ce lien, même s'il est algorithmique, il existe parce qu'il y a quand même, Oui, l'algorithme fait en sorte qu'on ne soit pas à l'opposé l'un de l'autre quand on est mis en lien. Et effectivement, ça crée de la oui. proximité. Une Et puis, sorte. et puis après, on travaille tous aussi pour aller voir un peu ce qui se dégage des profils et si on adhère ou pas. Parce qu'évidemment, Mm, malgré les algorithmes, il y a des profils qu'on ne va pas suivre. Mais mm. voilà, en l'occurrence, ton profil m'a donné envie de déclencher la rencontre. Et c'est en ça que c'est assez magique parce que finalement, c'est des opportunités de rencontre. Et quand on est entrepreneur, on est forcément dans un schéma de développement de réseau, de recommandation mutuelle, de synergie, etc. Et c'est hyper important d'avoir cette ouverture d'esprit permanente. On ne peut Ça pas être aussi, entrepreneur en étant cloisonné non plus. oui, Si on n'est pas ouvert aux autres, ça ne peut pas marcher. ça aussi, je crois que c'est une des choses que les femmes doivent entendre quand elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas entrepreneur tout seul, quoi. C'est bien de pouvoir le faire peut-être de son domicile, mais si on Oui, reste que à son domicile, ça ne marchera pas. Ça, c'est ouais. une Et les réalité. réseaux de femmes sont extraordinaires. C'est-à-dire que moi, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs mixtes et des réseaux féminins. Et ben, c'est drôle, dans mon activité de business développement, en fait, je travaille quasiment uniquement en sororité. Parce que je D'accord. trouve que dans le travail collaboratif qu'on monte avec des femmes, il y a beaucoup plus de profondeur, il y a beaucoup plus d'empathie, d'écoute, de sincérité. On va vachement plus loin. On n'est pas juste dans la construction d'une réussite chiffrée commerciale ou financière. On va plus loin aussi dans le côté, justement, on en parlait tout à l'heure, de vibration, d'épanouissement personnel, et puis d'entraide, je pense, très sincèrement, je pense qu'on met beaucoup plus de valeur et de profondeur dans les réseaux d'entrepreneurs féminins. Donc, profitez-en, mesdames. Mm, C'est mm. extrêmement précieux et les femmes sont encore plus à l'écoute, je pense, d'aider leurs consoeurs à réussir. Et cette aide, elle est très importante, surtout quand il y a des hauts et les bas, hauts et bas émotionnels se succèdent dans la vie d'entrepreneur. Et du coup, selon la base qu'on a en termes de personnalité, ça peut être difficile de le vivre tout seul. Donc, les réseaux peuvent être un soutien. Oui, Euh,
par rapport à ces hauts et bas émotionnels, justement, toi, tu en as vécu, tu en vis, j'imagine. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre comme stratégie ou comme développement personnel pour les passer, tous ces yo-yo émotionnels? Bah, en fait, c'est marrant parce que, étant donné qu'on est un peu seul maître à bord, ce qui est intéressant, c'est que si on rencontre un échec ou une période un peu plus difficile, en fait, c'est un bon moment d'introspection de se dire: «Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Est-ce que moi, je sais qu'il y a 2 ans, par exemple, j'ai eu une année un peu plus compliquée, j'avais perdu ma mère et je me suis rendu compte que finalement, ce que j'avais demandé à l'univers pour cette année-là, mais c'était de réussir à surmonter mon deuil. Et ben, je l'ai eu, ça a été merveilleux. Enfin, j'ai vraiment eu une réussite inattendue à ce niveau-là. Mais du coup, mon boulot s'en est vachement ressenti parce que c'était pas clairement, intentionnellement, dans mes intentions profondes, c'était pas ma priorité cette année-là. Mais je m'en suis rendu compte après, hein, c'était très inconscient tout ça. Mmh, mmh, mmh. Mais en fait, je pense que quand il y a une période où on réussit moins bien ou autre, peut-être que c'est parce que notre esprit est focalisé sur autre chose et au cas où, c'est OK. Parce qu'on peut avoir aussi d'autres priorités, soit dans sa vie personnelle, peut-être accompagner ses enfants par rapport à leurs études, ses parents quand ils vivent une vieillesse peut-être un peu plus compliquée. On peut avoir plein de choses en fait. Et c'est ça qui est assez génial aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement, on a cette agilité de pouvoir se concentrer sur des priorités qui peuvent ne pas être les mêmes en fonction des moments. Mais en tout cas, on a tous la force en nous d'analyser ça. C'est-à-dire que s'il y a une période un peu down, peut-être que c'est parce que, justement, on est, après, je dirais que c'est un peu la loi de l'attraction aussi. Si nous, on n'est pas, hyper au top et ben, forcément, ça marche pas hyper bien parce qu'on n'attire pas les gens autour de nous, hein. On n'est pas très attractif Mmh. et donc c'est aussi le moment de se dire: «Bon, attends, comment moi je remonte la pente? Comment peut-être je me nourris différemment? Peut-être qu'il faut faire du sport, peut-être qu'il faut prendre des compléments alimentaires pour avoir plus la pêche parce qu'on est hyper fatigué». Là, moi, je me rends compte que j'accompagne des gens, effectivement, tout le monde est un peu fatigué en ce moment. On a une période un peu d'usure, ça fait 2 ans qu'on sort moins, que quand on allume les infos, c'est un peu gloomy quand même, c'est un peu la dépression, Mmh. qu'on a des périodes où certains autour de nous peuvent être aussi même malades, nous-mêmes, on peut être confrontés à ça et du coup, il y a aussi tout un mécanisme à mettre en place. Un entrepreneur, c'est comme une voiture en fait, il y a une maintenance à faire, il y a un entretien à faire en permanence et donc il faut mettre de l'essence, donc il faut être nourri. Alors, est-ce que c'est nourrir par du développement personnel, par de la vision, par les gens autour de nous, qui sont des Mmh. gens qui nous inspirent, hein. On sait qu'on est le reflet des 5 personnes autour de nous aussi. Et du coup, voilà, il faut aussi faire attention à ses relations. Mmh. Il faut se nourrir, il faut faire des trucs où on kiffe. Donc, si c'est pas dans notre boulot, alors moi, j'ai la chance d'avoir pu réunir ça dans mon travail, mais sinon, bah, je sais pas si c'est de la peinture, si c'est de la danse. Enfin, il faut trouver ces territoires, effectivement, d'épanouissement et puis, soigner sa santé parce qu'effectivement, un entrepreneur, il faut quand même qu'il soit toujours en forme. Si à un moment donné, vous êtes malade ou vous avez vraiment pas d'énergie, ça va se ressentir évidemment et ça peut être une perte de temps énorme. Donc ça s'entretient aussi. Moi, je prends pas mal de compliments alimentaires par rapport à ça aussi, par exemple. Il faut Ça faire du m'interpelle. sport, il faut sortir. Ce que tu dis m'interpelle beaucoup parce qu'une fois, j'avais entendu dans une formation, il y a longtemps maintenant, mais la question du formateur qui était, donc pour l'assistance qui était que des entrepreneurs et entrepreneuses, il y avait les deux. Quel est le produit le plus important de votre entreprise? Et là, il y avait eu le service marketing, le juridique. Et en fait, il a dit non. Et la bonne réponse, c'était bah, c'est vous, c'est l'entrepreneur le produit le plus important parce que si vous êtes Ouais. malade, qu'est-ce qui se passe pour vos produits, vos collaborateurs, votre marketing? Voilà. Et là, ça en fait, bah oui, grosse prise de conscience qu'on doit Ouais. prendre soin de soi parce que l'entreprise, elle tient aussi, même si on a des collaborateurs de qualité, c'est même pas la question en fait. Mais l'entrepreneur, il tient la vision, Ouais. il tient le grand pourquoi, et cetera. Donc, c'est ouais, génial. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle les 7 piliers de vie dans mes accompagnements et effectivement, c'est quelque chose dont on prend conscience dans un travail de développement personnel. C'est que, bah, là, la notion, comme tu as dit, d'environnement, moi, j'appelle ça le camp de base. Il faut qu'on ait tous un camp de base solide, mais Ouais. qui n'est pas constitué du même type de personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller pleurer sur l'épaule de tout le monde. Il y en a qui vont être pour ça, ça pour là, pour ça, et d'autres qui vont être pour nous rebooster, d'autres qui vont être juste là à nous écouter. Et tant qu'on n'a pas cet écosystème, on ne sera pas en écologie dans notre Ouais. entreprise, en fait. Et c'est Alors très... j'ai une image là-dessus que je vais vous partager parce que je la trouve hyper jolie. En fait, c'est l'image de la girafe. Oui. C'est-à-dire que si vous avez une vision de girafe avec une ambition, avec une hauteur,
Mmh. En fait, la girafe, elle a un très long cou. Si elle se penche trop bas, elle tombe, hein. Et en fait, son système cardiaque est fait de telle sorte qu'elle ne peut pas se pencher. Ouais. Et en fait, si vous vivez avec des tortues et que vous êtes une girafe, au bout d'un moment, vous allez vous casser la figure. Et en fait, vous allez être tiré vers le bas en permanence. Et de temps en temps, vous avez des petites tortues autour de vous. Ça peut être des gens hyper gentils, très bienveillants, qui vous Mmh. adorent, mais qui, du coup, vont avoir tendance un peu à vous couper les ailes en disant non, mais redescends, tu te rends pas compte, ton ambition, mais comment tu vas faire toute seule, mais t'es pas formatée pour, et ça va mettre un temps fou. Et puis, qu'est-ce qui se passe si machin. Et en fait, ça va être des coupeurs de rêves, un peu des casseurs de rêves. Et en fait, descendez pas trop au niveau des tortues, entourez-vous de girafes, parce qu'en fait, il faut vraiment toujours rester dans votre hauteur et ne perdez jamais la vision, parce que si on perd la vision, d'un coup, on ne sait plus pourquoi on se lève le matin. Oui, et des fois, quand ça arrive, en fait, ça peut occasionner une remise en cause, voire une remise en Oh, question de son entreprise et, bien et- sûr. et connaître là, pour le coup, des bas émotionnels qui peuvent être assez intenses. Je ne sais pas si tu as vécu, toi, des remises en question sur le fait d'être entrepreneuse. Là, tu as parlé il y a 2 ans, mais c'était un aspect personnel. Mais au niveau de tes entreprises, il y a quelque chose, à un moment, tu te dis, je prends plus de plaisir? Non. Non. Non, parce que justement, le fait même d'avoir créé aussi ma double activité, c'est très complémentaire pour moi. J'ai du jus de cerveau, je fais du développement olfactif, etc. Dans mon activité de conseil, j'adore, c'est très créatif. Et mon côté humain, c'est l'accompagnement des gens. Aujourd'hui, j'accompagne une équipe de 180 entrepreneurs. C'est hyper gratifiant. C'est une émulation, c'est génial. Et ne serait-ce que de temps en temps, des fois, on est moins en énergie, il faut reconnaître, et on ne se sent pas forcément leader charismatique tout le temps. Faut être conscient que dans son miroir, des fois, on voit plutôt le côté fatigué que le leader charismatique. Mais ce qui est génial, c'est d'être aussi confronté au regard des autres qui, eux, nous poussent vers le haut en permanence, parce que eux, ils ont cette image de leader, de quelqu'un qui apporte toujours de l'énergie, qui partage, qui entraîne, etc. Et c'est chouette de pouvoir trouver des gens dont on peut s'inspirer pour nous tirer vers le haut, mais c'est génial aussi d'avoir des gens qui, par le reflet qu'ils nous donnent de nous-mêmes, n'ont pas ces images de faille. Et c'est pas forcément du fait qu'on les cache, mais c'est que voilà, il y a des gens qui ont une confiance sans faille en nous, et c'est vachement intéressant aussi. C'est chouette. Et c'est aussi ça qui fait qu'il faut surtout pas qu'un entrepreneur soit dans sa tour d'ivoire, parce que aussi bien être coupé de ses collaborateurs que lui-même ne pas avoir de source d'inspiration et de Bien sûr. motivation. Je pense que on a tous besoin d'avoir des mentors. Je ne sais pas si tu en as, toi, Oui, enfin, dans la vie. Moi, j'en ai aussi. Oui, oui, j'en ai. Et c'est drôle. Là, j'écoutais justement avant qu'on se parle une coach américaine qui fait beaucoup de choses, cerveau droit, cerveau gauche, dépassement de soi, etc., qui pour moi est une inspiration extraordinaire. Donc, je me nourris beaucoup de gens comme ça qui m'apportent énormément et que j'arrive justement à transmettre aussi à mon équipe, parce que c'est aussi beaucoup de leçons de dépassement de soi, de sortir des habitudes, d'être créatif, de se nourrir en permanence en termes de confiance aussi, et c'est important. Quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, l'évolution professionnelle, l'évolution de l'entreprise ne peut suivre que l'évolution de l'entrepreneur. Un peu, oui. Et puis, c'est intéressant quand tu disais tout à l'heure qu'effectivement, un entrepreneur ne peut pas être en tour d'ivoire. De toute façon, il faut toujours avoir les antennes ouvertes, parce que on vient de se prendre un raz-de-marée en 2 ans. Personne n'aurait pu l'anticiper. Ouais. Donc, en fait, le truc que je trouve extraordinaire, mais qui implique cette agilité, et tout le monde ne l'a pas. Attention, tout le monde, faut pas s'imaginer que si on veut, on peut. Il y a des gens pour lesquels c'est pas l'état d'esprit, et c'est OK. Si on était tous entrepreneurs, peut-être qu'on s'ennuierait un peu. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ça implique une agilité totale, d'avoir toujours les antennes ouvertes, de voir venir les opportunités. Et les crises sont aussi des formidables leviers d'opportunité, de tout re-questionner. Oui. Moi, dans mon business développement, on fait du on et du offline. Du jour au lendemain, on a dû tout passer en online. Mais pour moi, ça a été un foisonnement de créativité génial de dire, je faisais des beauty parties, j'ai fait des beauty parties en ligne. Ça paraît complètement débile au départ. Et bien si, parce qu'en fait, les gens nous attendaient un peu au tournant de dire, mais on a besoin de se connecter, on a besoin de trucs fun aussi, parce que c'était dur ce qui nous arrivait quand même. Et donc, en fait, ça a été extraordinaire. Moi, je me suis connectée avec plein de gens, j'ai créé plein d'outils sur Zoom. Donc, Zoom est mon meilleur ami. C'est ça. On a la chance, effectivement, de pouvoir être super agile. Et à un moment donné, je pense que une chose que m'ont appris ces 2 dernières années, c'est que je suis assez perfectionniste, et que avant, quand je crée un nouvel outil, voilà, je le peaufinais avant de le lancer.
Et en fait, depuis 2 ans, je me suis rendu compte que en fait, les gens nous étaient très reconnaissants de lancer des choses sans qu'elles soient forcément parfaites. Parce que justement, il y avait cette bienveillance et cette attente énorme d'être rapide et d'être créatif et d'être un peu fou d'ailleurs, parce que finalement, on a aussi besoin de positif et de trucs un peu fun. Et de dire, attendez, c'est peut-être pas parfait, mais les filles, on devait se voir dans une beauty party. Et pas grave, je vous en ai fait une en ligne. Alors, on va tester, c'est rigolo, hein, mais allez, on se réunit et on va faire différemment. Et en fait, ça a été génial parce que les gens étaient reconnaissants du fait qu'on n'attendait pas le truc super, super léché, mais qu'on était créatif et que tous les jours, on a créé des nouveaux outils. Et En c'est fait, ça l'entrepreneuriat. Moi, je trouve que c'est le gros kiff, c'est ça, c'est de pouvoir se dire que on peut questionner tout le temps ce qu'on fait, aller toujours vers du mieux. Et c'est un peu en se prenant, alors là, c'est des tout petits murs, hein, mais c'est des tout petits murets. Mais de temps en temps, on lance un outil, puis on se dit, oh ah non, mon truc, c'était vachement trop long. En fait, c'est pas ça le bon format. Il faut que je fasse la même chose, mais je vais le couper en 3. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ça qui est chouette. en fait, tu es passé de la recherche de perfection à mieux vaut fait que parfait. Oui, et puis finalement, le delta de perfection, il apporte pas beaucoup d'impact au niveau business. Et, et Et il est surtout, moins humain. et surtout, la manière dont tu le portes, j'ai l'impression que tu as fait un outil, mais comme l'intention derrière, elle était richissime, elle était humaine, elle était chaleureuse, c'est l'intention qui a tout embarqué, quoi. L'outil, il était Oui, qu'un outil. Il était à sa place d'outil. exactement. Alors, quand je suis en prestation de conseil par rapport à mes clients, attention, hein, j'ai moins Mm. cette liberté-là, parce que, mais par contre, dans l'accompagnement, qui lui est un élément extrêmement humain, en fait, tout ce qu'on transmet avant tout, et tu le sais mieux que moi encore, parce que tu transmets des choses à des communautés d'entrepreneurs, je pense que l'énergie est un élément primordial. Mm. Et quand on transmet l'énergie aux gens, à la limite, je dirais pas peu importe le contenu, parce que ce serait pousser trop loin, évidemment, la caricature, mais tout est une question d'énergie. Et ce que tu dis est quand même vrai, parce que quand on sait que dans la communication, les mots, ça n'est que 7%. Bah oui, l'énergie est plus importante que les mots, en fait. Là, on pourrait Ouais. presque parler toutes les deux en baragouinant, si on voulait, et garder notre énergie. Je suis sûre qu'il y a des choses qui... On pourrait parler en yaourt, ça serait pareil. Non, mais c'est vrai que c'est ça que c'est chouette aussi. Comme tu disais, donner confiance, du développement personnel, etc. C'est aussi reconnecter des gens à cette énergie qu'ils ont en eux et la pousser, mais c'est aussi notre propre énergie qui va les aider. Donc, oui, je pense que. Et puis, la période actuelle qui manque d'énergie, qui est anxiogène, on se rendait compte, justement, on en parlait avec des entrepreneurs cette semaine. En fait, les gens ont plus de mal et on attend presque moins des entrepreneurs aujourd'hui de se projeter sur des plans d'action, sur des choses chiffrées, etc. Parce qu'on est obligé un peu par le contexte à être un peu au jour le jour. Donc, c'est vachement important d'être toujours dans ces moyens les plus intenses, de se dire, Mm. bah, je suis en adaptation permanente. C'est un peu fatigant des fois, hein, quand même aussi. Donc, c'est super intéressant, je trouve, d'être toujours dans cette énergie-là et de contrer justement tout ce toxique, tout ce vague à l'âme, toute cette anxiété de demain. En fait, demain, on le construit. Et finalement, si on décide que la crise peut aussi nous apporter des choses positives et qu'on voit le verre plein, bah, là, pour le coup, on a gagné. Mais je pense que c'est un vrai changement de paradigme par rapport au métier justement de projection que des analystes Ouais. qui pouvaient faire avant à 3 ans. Si je me rappelle bien, j'ai vu une étude qui disait que maintenant, ils ne pouvaient même plus se permettre de se projeter à plus de 3 à 6 mois. Avant, c'était 3 ans. Donc, c'est énorme. Donc, 3 à 6 mois, ben, c'est demain, en fait, hein. On voit bien qu'un Ouais. trimestre, ça passe très, très vite. Donc, c'est Ah là bah que surtout, oui. l'agilité et Surtout l'adaptabilité. en tant qu'entrepreneur, si on a des outillages à développer, si on a un système de production à mettre en route ou quoi, c'est très, très, très court. Ouais, C'est très court, bien c'est sûr. très court. Et donc, tous ces métiers sont aussi en tension de trouver d'autres modalités de projection parce que, comme tu dis, quand on fait une production de quelque chose de physique, et ben, l'approvisionnement, 3 mois, ça peut être Oui, juste, quoi. On voit bien d'ailleurs tous les problèmes ouais. d'approvisionnement qu'il y a dans plein de thématiques. Mais l'agilité personnelle Mais est je une pense vraie ressource. que oui. Et c'est drôle parce que moi, je le ressens aussi en tant que maman, parce que finalement, je me rends compte par rapport à mes enfants. Alors, on rêve tous d'études brillantes, évidemment, pour nos enfants. Dieu merci. Mais je me rends compte, moi, j'ai fait des jolies études, j'étais une grosse bosseuse. La génération d'aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu moins, fait aussi peut-être plus la part des choses, hein, sur certains trucs. Mais surtout, je me dis, mais finalement, encore une fois, la perfection scolaire, ça apporte pas grand-chose, je pense. Aujourd'hui, il faut des gamins qui vont être super agiles, ils vont changer de métier plein de fois dans leur carrière. Il va falloir qu'ils saisissent des opportunités, il faut savoir les voir pour les saisir.
faut déjà avoir envie de les saisir, mais il faut déjà les voir. Il y a plein de gens qui ne les verront pas. Et en fait, il ne faut pas être scolaire parce que finalement, si on est trop embringué dans un système scolaire, on n'apprend pas aux gens à avoir cette agilité-là. Et c'est une vraie leçon pour moi en tant que maman, effectivement, de me dire ça m'oblige aussi à me re-questionner par rapport à ça parce que la société a changé, le monde du travail a changé. Et il faut que tout le monde ait cette adaptabilité et ça, justement, voguer comme ça. Il y a des études qui montrent que d'ici 2040, je crois, 30% des métiers ne sont pas connus. Donc, c'est, comme tu dis, c'est une agilité, c'est aussi cette capacité que nos enfants ont, enfin la majorité, j'ai l'impression, de réfléchir en arborescence. C'est-à-dire qu'ils font des liens alors que nous, scolairement, ben, on est trop linéaire et du coup, on ne peut pas faire ces liens. Alors qu'eux, en fait, ils ont déjà cette habitude de, comme sur un tableau virtuel, tu sais, de déplacer les choses et tout s'assemble et toi, tu n'as rien vu qui est arrivé et c'est déjà là, quoi. Et eux, ouais, c'est vraiment une intelligence, enfin, c'est des intelligences différentes qui sont en train d'éclore. Oui, et émotionnelles aussi. Et l'importance de l'intelligence émotionnelle est vraiment… on en parlait d'ailleurs, faire face à la crise, ça implique d'avoir effectivement un petit peu de substance soi-même et tout ça, c'est important aussi. Donc, oui, et se faire confiance plus à soi en intérieur qu'à l'extérieur. Et souvent, oui. on peut avoir une génération en face de nous qui va plus vouloir se raccrocher à des choses externes et surtout pas les regarder à l'intérieur, alors qu'en fait, notre force, elle part de l'intérieur. Oui. Mais normalement, on a tous les outils. C'est ça, normalement, on a tous les outils. Il faut juste les étoffer des fois ou se permettre de les découvrir. C'est ça. Je vois que le temps tourne et je ne veux pas prendre plus de ton temps d'entrepreneuse, justement. On va terminer, si tu veux bien, Karine, par 2 dernières questions. La première, c'est quel conseil tu donnerais à la Karine, créatrice d'entreprise d'il y a 12 ans? L'audace, je pense plus. En fait, quand je me suis mise à mon compte, paradoxalement, j'étais quand même encore un peu sur des rails. C'est marrant de dire ça, hein, parce que ça peut paraître un peu paradoxal, mais j'étais dans la lignée de ce que je savais faire. Et j'étais encore un peu, c'est drôle, alors ça, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ça, c'est-à-dire que votre posture est votre meilleure caution. Mais quand on se lance, des fois, on a cette espèce d'hyper-humilité de se dire qu'on démarre un peu à zéro en termes de posture. Et donc, c'était un peu fort de 15 ans d'expérience dans machin. Mais non, en fait, notre posture dit tout. On n'a pas besoin de passer par ça. Ça, c'est très drôle. Et donc, je pense que le conseil que je me donnerais, c'est de rêver plus grand, plus vite, de faire exploser le cadre, en fait. C'est-à-dire de quitter plus rapidement la posture de salarié? Quelque part, dans les boîtes dans lesquelles j'étais, j'ai toujours eu beaucoup d'autonomie. Donc, je n'étais pas incroyablement salariée dans l'âme. Donc, c'est plus aussi de pouvoir sortir du cadre, re-questionner des business models. Moi, aujourd'hui, mon business model, effectivement, d'entrepreneuriat collaboratif et de business développement, il est hyper nouveau, hyper agile. On me l'aurait présenté au début, je pense que je ne l'aurais pas saisi. C'était le bon moment 4 ans après. Peut-être que d'ailleurs, je l'ai vu passer sans le voir avant. Mais je pense que ce serait un peu cette ouverture-là de dire, et surtout, peut-être, je pense que quand on se lance, il faut rêver grand tout de suite parce que c'est la vision qui nous accroche et qui nous porte, hein, c'est hyper important. Et puis peut-être penser tout de suite écosystème. Parce que souvent, et c'est déjà beaucoup, définir son offre, c'est déjà pas facile. Définir sa cible, c'est déjà pas facile non plus. Son pricing, etc. aussi. Mais si d'un coup, on raisonne en écosystème, c'est-à-dire effectivement, quel réseau je mets autour de moi, quelles sont mes ressources d'inspiration, on en a parlé tout à l'heure, quels sont mes soutiens, etc. Quelles sont mes autres ressources dont j'ai besoin pour dépasser mon cadre, là où effectivement, moi, je peux être en limite de compétences. Tout de suite, penser écosystème, à qui je fais appel si j'ai besoin de ça, etc. Et du coup, assez rapidement, penser business model dans son intégralité, parce que quand on raisonne écosystème, c'est là qu'on sort un peu du cadre et qu'on peut réinventer d'autres business models avec justement une diversification de nos ressources et de notre épanouissement aussi. Finalement, je pense que tu viens de répondre à la dernière question qui est quel conseil tu donnerais à une femme qui est sur le tout début du parcours d'entrepreneuse? Alors là, alors oui, mais ça c'est un peu dans les modalités finalement, ce que je viens de dire. C'est plus dans la façon de le faire. Moi, le premier conseil, c'est de se poser le temps qu'il faut sur son why. Parce que si on a un why en béton armé, ça va nous porter, on va faire face à toutes les difficultés sans aucun problème. Peut-être même on ne les verra pas, les difficultés, on ne les vivra pas comme des difficultés. On les vivra comme des choses qui nous font réfléchir, qui nous font grandir, qui nous font progresser. Mais du coup, si on n'a pas un why en béton, en fait, à un moment donné, notre énergie va s'étioler, on va lâcher. Et en fait, je pense que,
Et d'ailleurs, c'est en ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il faut que quelque part, votre why, justement, cette raison qui vous fait être entrepreneur et tout ce que vous allez mettre avec, en fait, répondre profondément à une mission de vie, à des motivations profondes. Et si tout ça est connecté, ça marchera, même s'il faut des fois un peu de temps, etc. Il y a des conjonctures qui sont plus ou moins favorables, mais peu importe, vous y arriverez dans le plaisir parce que vous serez aligné. Si tout ça n'est pas aligné, si vous n'avez pas un why très clair, vous ne saurez pas à un moment donné pourquoi vous le faites et vous allez lâcher. Oui, je suis d'accord. Et c'est très important de se raccrocher à son pourquoi, notamment dans les moments d'énergie basse, parce que c'est ça qui nous fait dire, ah, mais je sais ce que je veux créer et il n'y a rien qui va m'en Bien empêcher. sûr. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on en entend beaucoup parler de cette notion du why, du grand pourquoi, depuis le livre de Simon Sinek. Et en fait, je trouve qu'il y a relativement peu de personnes qui se sont emparées du concept et qui vont plutôt passer par le comment. Comment je... Ouais, alors c'est dommage. Et c'est dommage, on inverse la motivation psychologique alors que c'est ça qui va embarquer tout, comme tu l'as très bien dit. Si ce n'est pas indiscret, tu peux nous le communiquer, ton grand pourquoi? Alors, mon grand pourquoi, en fait, c'est que je me suis reconnectée à mes rêves de petite fille de contribution au monde. Génial. Et quand on devient adulte, on met ça un peu dans sa poche en se disant, bah oui, je peux contribuer autour de moi, mes enfants, mes parents, ma famille, etc., mes amis, mais on rêve plus grand. En fait, on s'autorise plus à avoir ce rêve un peu naïf des fois. Et finalement, dans mon activité de business développement, par exemple, j'ai 5% de mon chiffre d'affaires qui est reversé à des causes qui me sont chères, dont des causes contre la malnutrition infantile, par exemple. Et donc, j'arrive à nourrir des enfants, à creuser des puits en Afrique, etc. Et ça, je n'aurais jamais pu le faire autrement. Et j'ai trouvé le moyen, justement, d'avoir une contribution qui dépasse ce que j'aurais imaginé et qui dépasse juste mon argument financier premier. Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment laisser un héritage positif et avoir une contribution au monde dans la joie. Voilà. Écoute, merci de ce partage en toute générosité et simplicité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Stéphanie. C'était très chouette, en tout cas. Et plein de bonnes choses à toutes celles qui se lancent. Parce que quand justement on est aligné, c'est un grand, grand bonheur. Bon, c'est génial. Merci en tout cas pour ce partage. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase pour ces femmes qui veulent se lancer ou qui sont déjà sur le chemin? De l'audace. On sait faire. Les femmes, on sait faire. On est multitâches, on sait avoir de l'audace. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Karine. Avec grand plaisir. Je ne peux pas dire quelle date ça sera diffusé, mais ça sera un mercredi. Donc, de toute façon, les personnes qui sont abonnées sur la chaîne le sauront. Donc, je te remercie. Et puis, je mettrai toutes les coordonnées que tu voudras bien me faire passer pour que je les mette sous la vidéo. Comme ça, les personnes pourront te trouver si elles ont envie de communiquer avec toi. Bien sûr. Oui. Je suis assez généreuse en partage. Donc, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.